Il n'y a qu'une seule envie, c'est de continuer à entendre parler d'entreprises, de PME et de territoires, et aussi surtout d'économie dynamique, d'économie positive. Alors cet après-midi, on va avoir la chance d'échanger autour de 2 tables rondes rapides, articulées chacune autour d'un des grands événements de 2024 pour la France. Le premier événement, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui sont une sorte d'explosion mondiale de rayonnement et de visibilité pour la France, pour son économie, pour les entreprises. Et puis surtout, c'est une explosion sur tout le territoire de compétences nécessaires, individuelles ou entrepreneuriales. Donc on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Et puis en deuxième partie, on parlera de Notre-Dame. Notre-Dame qui là aussi est un chantier hors norme. C'est même pas un chantier qu'on rencontre une fois par siècle, puisque c'est un chantier qui a été imposé par la fatalité lors de l'incendie. Et là encore, on va voir tous les talents rassemblés à travers des PME, notamment des PME familiales, rassemblés autour de cette initiative qui doit donner dans l'année 2024 la réouverture de Notre-Dame avant qu'elle soit complètement rendue au culte et aux visiteurs de tous les pays. Et puis nous terminerons avec un invité de marque. Je sais que vous avez eu déjà plusieurs membres du gouvernement, dont la Première ministre ce matin. Nous terminerons avec Bruno Le Maire. Beaucoup de chiffres sont tombés récemment au chevet de l'économie française, certains inquiétants, d'autres optimistes. On attend pour demain la décision de Standard & Poor's pour la baisse ou non de la note française. Et donc le ministre de l'économie viendra avec nous partager ses vues sur l'avenir, en partant toujours de ce que les PME peuvent attendre pour développer leur économie. On va rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec cette idée du rayonnement des territoires français à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024. Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres sites sur les territoires, mais qui vont mobiliser évidemment tous les Français et les entreprises de tous les territoires. Je vais demander, en attendant que nous rejoigne Marie Barsac-Baudou, qui est la directrice exécutive Impact et Héritage, donc l'un des poumons de la réflexion et de l'action économique au cœur des Jeux, donc un peu dans l'ombre de l'événement sportif, il y a une grande initiative économique, elle nous en parlera. Et je vais demander à Maxime Lelong de me rejoindre sur scène. Maxime, qui est le président directeur général de Handiprint. Maxime, mettez-vous à ma gauche, on va laisser le canapé pour Marie dès qu'elle va nous rejoindre. Alors Maxime, vous êtes PDG de Handiprint. Alors même si le nom de Handiprint nous en dit déjà beaucoup sur votre activité et sur votre philosophie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'abord, c'est où Handiprint? Quel territoire? Alors, le territoire, c'est Cherbourg, voilà, le Nord Cotentin, bordé par la mer. On est effectivement une entreprise adaptée avec 210 collaborateurs, dont 150 personnes en situation de handicap. Quel type de handicap? On a tout type de handicap, du psychique. Il y a beaucoup de handicaps qui sont possibles aujourd'hui chez nous par rapport à la typologie de travail et de multi-activités qu'on propose en interne. Donc il y a plein de handicaps qui sont possibles aujourd'hui en interne par les chargés d'accompagnement qui nous font aussi l'analyse de ces handicaps. Donc vous travaillez avec des associations qui vous permettent les recrutements, qui vous permettent d'étendre vos ressources humaines? On travaille effectivement avec les associations locales, avec Cap Emploi, avec plein d'institutions qui nous permettent de promouvoir un petit peu l'activité qu'on a sur le territoire et d'aller chercher les personnes qui sont un petit peu éloignées de l'emploi en leur disant on est capable de vous offrir quelque chose par effectivement tout ce qu'on peut proposer. Et ce que je vous disais, parce qu'on est effectivement issu du domaine de l'impression et après on a greffé différentes activités. Et on va les énumérer effectivement tout à l'heure avec la partie Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc voilà, c'est toute cette partie-là et l'ancrage territorial qu'on va chercher au fur et à mesure pour les faire intervenir chez nous. Vous restez autour de Cherbourg, vous irradiez sur toute la Normandie, ça va plus loin encore? On va chercher et on essaie effectivement. Alors l'ancrage et le bâtiment est fait sur un seul site qui fait 14 000 m². On parle de plein de valeurs RSE aujourd'hui, on parle de décarbonisation. Donc d'avoir tout sur un seul site de production, c'est plutôt une richesse et une performance que d'aller effectivement s'étaler sur plusieurs sites. On a la chance de pouvoir le faire et la possibilité parce que le bâtiment le permet. Mais on peut s'ouvrir effectivement à d'autres possibilités aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui par rapport au secteur du handicap. Alors, comment êtes-vous arrivé dans l'aventure des Jeux Olympiques? D'abord, est-ce que c'était pour vous une évidence? Il y avait cet événement, donc sans doute des marchés. On sait que ça produit beaucoup de graphismes, beaucoup de documents. Vous vous êtes dit tout de suite c'est pour nous, ou au contraire, il a fallu vous habituer à cette idée? Alors, sur la partie Jeux Olympiques, nous, on était effectivement en échange avec le directeur aujourd'hui, qui est Olivier Debargue, au niveau des canaux, pour nous, qui était le lien. Alors lui, c'est le directeur
Des achats. Des achats. Voilà, exactement. Pour le COJO, pour tout l'événement. Exactement. Donc Olivier Debarre, on le connaissait de son ancienne vie où il était chez France Télévisions. Il nous connaissait par effectivement la partie aujourd'hui opérationnelle de ce qu'on proposait. Et il nous a un petit peu amené dans les valises en disant « Ok, vous êtes une entreprise adaptée, mais qui est capable de justement s'adapter à tout ce qu'on est capable de mettre en place. Donc, on va faire des choses aujourd'hui et on va mettre des achats responsables parce qu'on veut faire des JO olympiques et paralympiques, quelque chose d'un modèle qui va être effectivement important. » C'est comme ça que ça s'est mis en place. Ils ont commencé effectivement au canot à mettre des marchés réservés pour que les entreprises adaptées puissent répondre. Okay. Alors c'est quoi un marché réservé? C'est un marché auquel n'ont pas le droit de candidater des entreprises qui ne sont pas dans l'insertion de handicapés? Exactement, ouais. C'est effectivement ça. C'est pour pouvoir permettre aux sociétés de montrer tout ce qu'on est capable de faire effectivement sur nos activités et un peu de séparer aussi du monde un petit peu. Alors nous, c'est un monde que j'appelle un peu extraordinaire parce que quand vous travaillez avec des personnes en situation de handicap, vous en apprenez tous les jours et vous prenez une claque tous les matins, je peux vous le dire. Donc c'est effectivement de se dire qu'on a la possibilité de pouvoir répondre à ce type de marché. Et donc on parle d'achat responsable, on parle de plein de choses, de valeur RSE aujourd'hui, ça y contribue. Et le fait de faire ce type de marché, ça nous met le pied à l'étrier. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de concurrence? Est-ce qu'il a fallu vous battre pour être compétitif et décrocher ces marchés? Ou est-ce que finalement l'accompagnement vous a permis d'aller assez confortablement vers l'obtention des marchés? Alors, il y a une partie concurrentielle, comme tout marché sur lequel on répond, que ce soit réservé ou pas réservé, mais ça nous a donné une dynamique. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir un marché réservé quand on est une entreprise adaptée, c'est de se dire on est capable de. Donc on a réussi à obtenir deux marchés réservés, et ces 2 marchés réservés nous ont donné l'envie d'aller chercher plus, et on a récupéré aussi 3 marchés qui étaient non réservés. Donc là, face à des entreprises entre guillemets normales, c'est-à-dire qui n'ont pas cet effort de RSE que vous avez. Exactement. Et là, ça veut dire effectivement qu'on parle de performance économique par le milieu effectivement entreprise adaptée, et c'en est une en se disant on est capable avec des sociétés qui sont en face de nous, comme n'importe quelle structure, de réussir à remporter le marché. Dans les marchés qui n'étaient pas réservés, face à des entreprises qui n'avaient pas apporté votre mission, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui vous a fait gagner? Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on a besoin il y a une pondération sur la valeur RSE dans les appels d'offres, on le voit bien, ça a tendance effectivement à avancer, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on va chercher, nous, grâce à ces marchés-là, on recrute après des personnes en situation de handicap. Il faut être conscient que quand on obtient ce type de marché, on recrute aussi en interne, donc ça veut dire potentiellement des gens qu'on va récupérer, qu'on va aller chercher et qu'on va former à des métiers. Jusqu'à même des formations diplômantes, on fait des VAE chez nous, donc on les qualifie, on leur donne effectivement quelque chose d'intéressant et de se dire ok, aujourd'hui j'ai des valeurs, je peux travailler dans cette entreprise adaptée, mais demain le tissu économique de l'entreprise adaptée, c'est de les faire sortir vers le milieu ordinaire. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place pour aller effectivement alimenter ces passerelles, pour leur donner la possibilité demain de repartir dans n'importe quelle structure. C'est-à-dire vous êtes vous un employeur heureux quand un salarié vous quitte parce qu'il va dans une entreprise où il n'a pas besoin de cet accompagnement, où il a vraiment trouvé sa place par ses compétences. Aujourd'hui, par tout ce qui est mis en place par rapport à notre système et par rapport effectivement à l'accompagnement qu'on met en place, oui, c'est les gens. Alors, on a des difficultés parce qu'aujourd'hui, on parle de plein de CIP, de choses comme ça par rapport à l'accompagnement, mais c'est de se dire, le but de l'entreprise adaptée, c'est d'aller vers le milieu ordinaire. Donc, quand on a quelqu'un qui sort de chez nous en disant, je vais partir vers une autre activité parce que je veux faire ça et parce que je pense que je suis capable d'eux, c'est super. Enfin, c'est la passerelle aujourd'hui qu'on offre dans l'entreprise adaptée en 10 points. Je reviens à ma question sur la concurrence. Quand vous êtes à côté d'une entreprise de l'économie classique, comment le donneur d'ordre, celui qui passe l'appel d'offres, vous regarde? Sur cette partie-là, déjà, il y a un sourcing qui est fait. C'est-à-dire qu'on fait une analyse et les clients, que ce soit dans le privé ou dans le public, font cette analyse. Ils vont chercher effectivement en se disant, est-ce qu'on a le tissu économique pour être capable de répondre à ce type de marché? Donc déjà, quand le client fait ce type d'opération, ça veut dire qu'il a déjà une valeur et déjà une idée assez forte de ce qu'il veut faire de son marché. Et après, il y a l'obtention en interne, et ça c'est autre chose, de dire, ok, là, sur, je ne sais pas moi, X lots, je vais en mettre 1 ou 2 vers le marché réservé, parce que je pense qu'il y a un potentiel sur ce type de marché. Il y a un potentiel. Est-ce qu'ils intègrent aussi des risques? Est-ce que s'adresser à une entreprise comme la vôtre, c'est se dire, bon, là on sait qu'en termes de délai, on risque d'avoir des soucis. Est-ce que vous avez cet a priori face à vous?
J'ai envie de dire, on l'a encore, malheureusement. Mais ça avance. Voilà, ça avance, clairement. On voit que les sociétés avec lesquelles on travaille, nous, on a une base de 2500 clients chez Handiprint, que ce soit des PME, des grands donneurs d'ordre. On voit tout ce qui est en train de pousser, évidemment, chez nos clients. Mais franchement, ça avance parce que, à force de montrer, de dire qu'on est capable de faire pareil, d'avoir des délais, d'avoir toute cette partie professionnelle comme n'importe quelle autre entreprise, bah ça force vraiment le métier et ça force le monde du handicap à se dire ok, on est capable d'eux aujourd'hui. Bah, montrez-le, dites-le que vous êtes capable de faire. C'est ce qu'on essaie de faire nous chez nous. Est-ce qu'il y a un réseau en France d'entreprises comme la vôtre, dans votre secteur ou dans d'autres, qui travaillent avec tous ces employés qui ont divers handicaps et qui se parlent entre elles pour échanger des compétences, pour voir comment elles peuvent améliorer leur process? Alors, il existe plusieurs réseaux. Aujourd'hui, il y a le GESAT qui est connu sur la partie ESAT plutôt. Ça, ce sont les entreprises médico-sociales plutôt. Voilà. D'accord. Donc, vous n'êtes pas dans ce secteur pas sur médico-social. Entreprise adaptée, vous avez le mot entreprise dedans. Donc, il y a effectivement une notion qui est un peu plus élaborée, mais on force la partie ESAT à devenir effectivement et à partir sur ce modèle en se disant aujourd'hui, peu que ce soit du médico-social ou pas, on est capable de faire et de réaliser des prestations. Donc il y a le GESAT qui existe, il y a l'UNEA, et puis vous avez d'autres marchés qui existent, le marché de l'inclusion qui fait partie de l'État, est aussi en train de pousser en interne pour se dire ok, on est capable d'aller chercher les entreprises adaptées, allons les chercher. Vous n'allez pas travailler pour les Jeux paralympiques, vous allez travailler pour les Jeux olympiques et paralympiques. Pour les deux, oui, tout à fait. Avec quel type de tâches? Qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend effectivement les mêmes que n'importe quelle entreprise adaptée ou que d'entreprise à part entière, pour se dire c'est un marché, on a effectivement certains éléments sur lesquels on doit répondre, et on doit répondre aux attentes du client. Voilà, clairement c'est ça. Merci beaucoup, merci pour cette présentation de cette belle aventure. En fait, le surpassement qu'on demande aux athlètes, vous, c'est le quotidien aussi pour vos employés. C'est exactement ça. Là, aujourd'hui, d'encadrer des personnes en situation de handicap, c'est au jour le jour et ça ne s'arrête pas que sur le lieu de travail. Le handicap, il va plus loin. C'est dans leur vie. C'est dans la vie de tous les jours. Donc, nous, on a un accompagnement qui est un peu plus en allant effectivement les accompagner sur toute la partie extérieure pour qu'ils ne soient pas tout seuls. Le monde, on est effectivement sur un lieu de travail, mais le handicap, il ne s'arrête pas de 8h quand on commence jusqu'à 17h, il est toute la journée. Ils vous épatent, vos employés? Complètement. C'est ce qui est super. Merci beaucoup. Merci. Marie, on vous accueille. Bonjour, toutes mes excuses pour le retard. C'est pas grave, on sait que vous avez besoin d'un QR code transport maintenant pour les Jeux Olympiques. C'est ça, je ne l'avais pas encore. Voilà. Merci, on en a profité, mais vous connaissez Handiprint puisqu'on a préparé cette réunion. On a profité pour voir cette aventure Handiprint au sein des Jeux. Alors, dites-nous quand même en quelques mots ce que ça signifie, impact héritage. C'est quoi votre double mission? Impact héritage, c'est pas ce qu'on attend quand on parle des Jeux Olympiques. Oui, vous avez raison. Souvent, quand on parle d'héritage des Jeux, on pense aux équipements sportifs qui sont construits pour l'organisation des compétitions et qui sont ensuite laissés à la ville hôte. Mais pour Paris 2024, le concept est tout à fait différent puisqu'on est parti sur un principe de jeu sobre qui s'appuyait sur des équipements sportifs existants, puisqu'on a la chance en France d'avoir de très beaux équipements sportifs, le Stade de France pour les plus sportifs d'entre vous, Roland-Garros peut-être. Donc, on n'avait pas besoin véritablement de construire de nouveaux équipements. On en construit un seul, c'est un centre aquatique, puisqu'il n'y en a pas en France de centre aquatique de dimension internationale. Mais même ce centre aquatique, il a vraiment été pensé comme une piscine municipale au lendemain des Jeux, que l'on va upgrader pour les besoins des compétitions des Jeux olympiques et paralympiques avec des gradins. Mais au lendemain des Jeux, ça devient une piscine municipale. Donc ce principe de jeu sobre, ça se traduit par 95% de sites de compétition existants ou temporaires. On va en profiter pour faire le mariage du sport et de la culture avec des compétitions qui vont se dérouler dans les plus prestigieux monuments parisiens, donc le tir à l'arc aux Invalides, l'équitation, para-équitation, Château de Versailles, taekwondo et escrime, para-taekwondo, para-escrime au Grand Palais par exemple. Donc ça nous permet vraiment de libérer du temps et de l'argent pour penser un héritage immatériel. Et là, c'est ma mission. Là, c'est votre mission. C'est quoi cet héritage immatériel? C'est des compétences qui vont être acquises par des milliers de gens pour leur futur à l'occasion des Jeux. C'est deux sortes de programmes. C'est des premiers programmes qui ont pour objectif d'être des jeux exemplaires. Et là, je crois que vous avez eu une illustration avec une forte mobilisation d'entreprises qui sont souvent éloignées de ces grands événements sportifs. Donc nous, on a eu vraiment à cœur de pouvoir ouvrir des opportunités économiques au tissu des TPE, PME, entreprises de l'économie sociale et solidaire. Sur toute la France, pas seulement sur toute la Paris, France, exactement. Je crois que votre entreprise n'est pas en Île-de-France. Elle est en Normandie, voilà.
Donc ça a été vraiment très important pour nous. On s'est donné cet objectif dès le début, d'avoir cet impact local, donc c'est l'impact de mon titre, c'est de générer un impact pour les entreprises françaises, pour qu'elles gagnent des parts de marché et qu'elles créent de l'emploi. Ça, c'est vraiment aussi très important pour nous. Aujourd'hui, avec les dispositifs qu'on a lancés, Entreprise 2024, ESS 2024, on a 75% de nos marchés qui ont été attribués à des TPE-PME. On a aussi beaucoup d'ESS dans le lot, donc là, on en a une autour de la table aujourd'hui, et on a aussi 90% des entreprises attributaires qui sont françaises. Donc je crois que le pari du Made in France et des entreprises françaises et des TPE-PME est en passe d'être gagné. Et aujourd'hui, on est très mobilisés parce que les marchés sont passés. Maintenant, les entreprises prestataires recrutent. Et là, on travaille de façon très étroite avec tous les acteurs de l'emploi pour connecter des demandeurs d'emploi aux offres d'emploi qui sont du coup créées à l'occasion des Jeux par à la fois nos sponsors et nos entreprises prestataires. Un mot sur ces emplois, vous avez créé des job dating sportifs. Oui, on a là aussi innové parce qu'à Paris 2024, on est tous issus du mouvement sportif, ou presque, en tout cas dans l'équipe dirigeante. Et nous, on sait que le sport peut être un fabuleux révélateur de savoir-être, que ce n'est pas seulement une compétence technique, mais que c'est aussi un moyen de montrer qui on est réellement. Et donc, on a initié, sur la base d'une proposition du Pôle emploi Hauts-de-France avec la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France, ils avaient imaginé un job dating sur un terrain de sport. Alors, comment ça se passe? Eh bien, pendant toute une matinée, on a des demandeurs d'emploi, des recruteurs qui sont anonymes, donc on ne sait pas qui est demandeur d'emploi, qui est recruteur. Et pendant toute une matinée, ils participent à des animations sportives. L'enjeu n'est évidemment pas sportif. On n'a pas besoin d'être un grand sportif pour y participer. Mais en revanche, les exercices qui sont proposés sont là pour révéler finalement les savoir-être des participants. Et donc, on peut clairement identifier à travers ces jeux les qualités de leadership de certains, de coopération d'autres, d'empathie encore pour d'autres, les gens qui sont souriant quand on a des recruteurs dans la restauration, par exemple, c'est une qualité importante. Et donc, il se passe déjà quelque chose pendant cette matinée. Et surtout, pour les demandeurs d'emploi et les recruteurs, ça brise la glace. En fait, quand on est sur un terrain de sport, finalement, on est beaucoup plus à l'aise. Et quand l'après-midi, finalement, on découvre, on met son badge, je suis recruteur ou je suis demandeur d'emploi, la glace est brisée. On est beaucoup plus à l'aise dans la discussion autour du job, parce que là, on parle vraiment de l'offre d'emploi. Et on n'a pas ni la cravate de travail, ni le CV à trous sur lequel on est mal à l'aise. Là, on est beaucoup plus ouvert à la discussion. Et du coup, cette méthode a porté ses fruits puisqu'il y a un taux de retour à l'emploi dans les 6 mois qui suivent ces job dating de 60%. Et donc, on s'est dit, eh bien, cette méthode, elle est formidable, on va la déployer massivement. Donc, on est parti en 2021 sur une 50aine de job dating. On a doublé en 2022. Cette année, en 2023, on va arriver à la fin de l'année à 300 job dating de ce type. Donc, les sports qui sont proposés, c'est l'athlétisme, le tennis de table, le badminton, le rugby. Évidemment, on était dans une année rugby. Et j'en oublie un, mais il va me revenir. En tout cas, l'année prochaine, c'est 500 job dating. C'est-à-dire que ça continue en 2024, ça peut continuer après, et puis on peut croire qu'en 2030 on aura les Jeux olympiques d'hiver, et donc on pourra faire du job dating quasiment en permanence. Vous avez tout à fait raison, parce que c'est typiquement un projet qui est aujourd'hui déjà en héritage, puisque jusqu'à cette année 2023, nous étions le gros financeur de cette opération, Paris 2024, et l'année prochaine, c'est l'État qui prend le relais, la DGEFP, pour ceux qui connaissent les acronymes, prend le relais avec le ministère des Sports et l'Agence nationale du sport pour continuer à financer ce type d'opération. Ça, c'est un acquis de ces Jeux. Je reviens au PME, 90% françaises, les 10% qui manquent, c'est quoi? C'est des compétences que vous n'avez pas trouvées? Oui, ou c'est des. Il faut dire que des marchés, pour Paris 2024, pour que vous situez un petit peu, c'est 2,5 milliards d'euros de marché. Donc c'est quand même. Combien de marchés Alors aujourd'hui, on a autour de 1500 lots, on va dire, enfin, ou en tout cas marchés. Donc c'est assez conséquent. Donc il y a quand même 10% d'entreprises étrangères. Sincèrement, c'est pas énorme hein, sur un grand événement. J'ai plus les chiffres de l'Euro 2016, mais en tout cas, c'était pas du tout dans cet ordre-là. Et en tout cas, il y avait aussi beaucoup moins de TPE-PME. Donc nous, on a vraiment fait ce pari. Il a été rendu possible parce qu'on a passé beaucoup de temps en amont à travailler sur la cartographie de nos achats pour la partager avec les entreprises. Et on a passé beaucoup de temps dans des meet-up. Peut-être qu'un certain nombre d'entreprises dans la salle y ont participé, en région Île-de-France, beaucoup. Mais on a aussi, grâce à notre partenaire, la BPCE, partagé avec les entreprises dans tous les territoires en France ces opportunités, cette cartographie des achats. C'était une tournée qui s'appelait «
Entreprendre 2024 qui s'est déroulé entre 2020 et 2021. Et à chaque fois, on avait, alors de façon après digitale, parce que le Covid est arrivé, mais on avait des grands rassemblements, des grands meet-up où nous venions, nous les directeurs de Paris 2024, pitcher les achats pour que les entreprises commencent à réfléchir et qu'elles puissent s'organiser. Et puis les plateformes, Entreprise 2024 ou ESS 2024, elles ont donné beaucoup d'outils aux entreprises pour les préparer à répondre à la commande publique, parce que nous sommes soumis à la commande publique. Ce n'est pas toujours facile d'y répondre. Et puis un autre atout aussi qui a été mobilisé par ces deux plateformes, c'est l'accompagnement avec les entreprises pour les faire travailler ensemble et pour répondre en consortium à nos appels d'offres et ainsi maximiser leurs chances d'obtenir les marchés. Ça, c'est un point commun qu'on va retrouver avec les entreprises dont on parlera pour la restauration de Notre-Dame. Les PME, elles arrivent à s'associer, à travailler ensemble, mais il faut susciter cette... Oui, exactement. Nous, ce qu'on a voulu faire, si je dois résumer, c'est ouvrir le champ du possible, dire aux entreprises, osez postuler au marché de Paris 2024. On a fait un gros travail aussi, quand même, il faut le dire, d'allotissement de nos marchés pour justement offrir ces opportunités un maximum. Donc ça, ce sont... Ça, c'est l'articulation. Oui, et ça, c'est rendu possible quand on prend les sujets par anticipation, quand on prend la peine de cartographier vraiment de façon très précise nos besoins d'achat et quand on prend le pari en fait, de se dire, parce que les plateformes ESS 2024 et Entreprise 2024 nous ont aidés aussi à sourcer les entreprises. Et donc, on a vu qu'il y avait un champ du possible. Et quand on a alloti, on avait quand même une garantie qu'il allait y avoir des réponses des entreprises ou des ESS. Et ça, c'était très important parce que les jeux, c'est forcément en juillet 2024. On ne pouvait pas prendre le risque de décaler ces appels d'offres et de décaler les réponses. Donc, le sujet de l'allotissement, il est possible quand on a quand le sourcing est efficace. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et puis, dernier point quand même, évidemment, mon ami à côté va être content. On a beaucoup travaillé aussi à réserver des marchés au secteur du handicap. Je trouve qu'on a pas mal de jolies histoires. C'est compliqué ça à faire aujourd'hui encore, de réserver des marchés. Non, c'est pas compliqué quand on prend la peine justement de cartographier les entreprises qui ont la capacité à répondre à ces marchés. Et ça, c'est important. On a réalisé ce qu'on a appelé des cahiers d'impact. Alors, c'est un peu technique, mais c'était des outils qui nous ont permis de nous faire prendre conscience du volume d'entreprises qui avaient la capacité de répondre à nos marchés et qui nous ont vraiment inspirés dans nos appels d'offres et qui nous ont encouragés à prendre ces paris de l'allotissement, de réserver des marchés pour le secteur adapté, mais aussi pour le secteur de l'insertion par l'activité. On a aussi pris des clauses d'insertion pour nos plus gros secteurs d'activité, dans les secteurs de la sécurité, dans les secteurs de la restauration, dans le secteur du nettoyage. On a fait le pari de 10% de clauses d'insertion comme objectif et on a même des prestataires qui, pour gagner nos appels d'offres, sont allés au-delà. Je vais en citer un, Sodexo, que vous connaissez sûrement. Quand Sodexo, à l'époque, il n'était pas encore partenaire de Paris 2024, il a répondu à notre appel d'offres sur la restauration du village. Donc, c'est 13 millions de repas quand même à l'échelle des Jeux. Et ils nous ont proposé un objectif de 15% d'heures en insertion. Et donc ça, pour nous, c'était vraiment important. Ça nous a donné, ça nous a convaincus. Ils nous ont aussi évidemment démontré comment ils allaient atteindre ces 15%. Et aujourd'hui, ils sont très, très mobilisés sur le sujet avec un dispositif très ambitieux. Eh bien, merci beaucoup. Merci Marie. On a débordé un peu le temps, mais c'était une belle occasion de voir tout ce travail. Merci à tous les deux. Et puis, bonne chance à Andy Print dans la dernière ligne droite. Merci beaucoup.